peut faire 5 ans, on peut prendre 5 ans ou 10 ans pour tout transformer. C'est possible. C'est possible. 5 ans ou 10 ans, on peut transformer beaucoup de choses. En même temps, quand vous le dites, on a le sentiment comme si ceux qui diraient depuis quelques temps, eux, n'ont pas l'idée de développer le pays, quoi. Ils ont certes de bonnes intentions, mais il n'y a pas une collégialité. On a l'impression que certains tirent d'autres vers le bas. Et aussi... On joue plus solo. Voilà. Et puis, quand on n'a que 1 ou 2 seuls qui prennent de bonnes décisions, et le reste, c'est la marmaille. Ça ne peut pas passer. Ah, de la marmaille, la route marmaille. Alors, on va y aller, puisque là, vous avez entamé donc le débat entre ombres. Alors, dire aux auditeurs qu'ils peuvent aussi interagir donc à l'émission en nous envoyant pour l'instant leur message par SMS, par WhatsApp, sur notre numéro qu'ils connaissent très bien, le 93 94 96 64. C'est pour ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui aimeraient bien, n'est-ce pas, participer au débat. Nous envoient juste des messages, aussi leur analyse, leur point de vue sur les sujets qu'on va aborder. Le premier sujet, c'est par rapport donc aux institutions de la République. Le sujet devient de plus en plus crucial et beaucoup en parlent. D'ailleurs, le confrère La Manchette en a parlé un petit peu ce matin. Il va falloir réfléchir aujourd'hui quand même sur la République. Les institutions de la République sont-elles caduques aujourd'hui? CNDH, Odele, AC, Odele, CENI, Odele, la Cour constitutionnelle où beaucoup de gens manquent à l'appel. Est-ce qu'il faut réfléchir sur la République? Merci Eric. Vous savez, quand vous êtes dans un pays et que les institutions ne sont pas dans les normes, dans les règles, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et il va falloir interpeller ceux qui régente le pays, ceux qui dirigent le pays, à faire en sorte que les institutions puissent être conformes aux lois que nous sommes souverainement dotés. Et pourquoi nous le disons? Parce que quand vous prenez un peu la CNDH, qui joue un rôle important dans la restriction de la démocratie, parce que s'occupant du volet droits de l'homme, quand cette institution vient à être, disons, je ne dirais pas caduque quand même, en tout cas, le délai vient à être hors délai, vous savez, il se pose un sérieux problème, parce que les membres de cette institution vont fonctionner comme si ils n'ont pas cette légitimité pour pouvoir opérer. Et dans ce cas, ce qui arrive souvent, c'est la servilité. On fait tout pour être reconduit. On fait tout pour être dans de bonnes grâces. On fait tout pour ne pas avoir des problèmes avec son supposé parrain. Et vous comprenez ce que je vous dis par là? Nous allons du côté de la HAC, qui joue aussi un rôle très important en matière de liberté de presse, en matière de régulation du secteur des médias. Et quand les membres arrivent à un moment où ils n'ont plus cette légitimité de pouvoir travailler, c'est vrai, on dit que lorsqu'on n'a pas encore mis en place la nouvelle institution, bien la nouvelle équipe dirigeante, l'équipe qui est là à expédier les affaires courantes, ou bien continue de travailler jusqu'à ce que... Voilà, et donc quand vous voyez un peu le temps qui passe, et ça ne nous rassure pas, et ce n'est pas en tout cas un bon signe en matière de vitalité de la démocratie dans le pays, en matière de gouvernance, en matière de prévoyance et en matière de ce que nous appelons la prospective. Parce que quand vous dirigez un pays, il faut faire en sorte que tout soit dans les normes, et de manière à ce que cela inspire confiance, de manière à ce que l'on sente une certaine volonté d'œuvrer conformément aux principes démocratiques. Donc la HAC, c'est pareil, à Toucha, c'est pareil. Quand vous allez au niveau de la Cour constitutionnelle, d'abord la composition même c'est un problème parce qu'il y a des membres qui manquent. Et tout récemment nous avons perdu le président. Donc bientôt nous irons aux élections. Donc vous savez le rôle clé que joue la Cour constitutionnelle dans le dispositif électoral. Et vous savez le rôle clé que joue la HAC dans le dispositif électoral. La CENI aussi. La CENI, bien évidemment. Et hors délai. Voilà, elle est aussi hors délai. Donc vous voyez, quand on va aux élections avec des institutions
entre griffes bancales, vous comprenez que ça n'inspire pas confiance et ça ne donne pas le cachet de légitimité, en tout cas de gouvernance moderne que nous clamons dans ce pays. Donc, c'est des préoccupations que nous soulevons, c'est des préoccupations que l'ensemble de la presse soulève. Et je pense que les autorités togolaises sont à l'écoute. Elles feront diligence pour que ces anomalies, il faut avoir le courage de le dire, puissent être vite corrigées. Bien sûr, ce matin, lorsque nous étions donc dans le show de la presse le matin, Sylvestre Béni, qui commentait son journal, parlait d'un État bloqué. Et il a été un petit peu aussi dur, hein, je vais reprendre ce mot, quand il évoque des institutions hémiplégiques aujourd'hui. As-tu parlé d'une certaine vitalité pour la démocratie? Ça peut être un frein aujourd'hui, Francisco? Non, mais c'est un frein quand à la tête de toutes les institutions, où les institutions sont en toute illégitimité. Et ça, vous avez évoqué les institutions de la République. N'oublions pas qu'il y a l'OTR là-bas qui est caduque. Le commissaire général. Voilà. Ce matin, j'ai entendu une certaine Nathalie Bito qui est sur ce média et ce taxi, mais imaginez, et Tampa Express avait même fait un article sur le sujet que la CCIT, d'accord, en prison depuis 2 ans. Mais écoutez, le mandat de la CCIT, c'est 4 ans. Elle est en train de faire, disons, presque 4 ans. Hier, nous a parlé, une fois j'ai entendu qu'on a parlé de quoi stratégique, plan stratégique de la CCIT. C'est pas un bureau intérimaire qui fait un plan stratégique. Il faut organiser des élections, et des élections consulaires ou quoi, pour confier la chambre du commerce au vrai. Peut-être que le mal est si profond qu'elle doit débrayer le terrain avant de semer. Hein. Qu'elle débraye le terrain. Voilà une illégalité. Bien, encore une illégalité. Maintenant, allons dans les sociétés d'État. Vous voyez beaucoup de directeurs. Intérimaires. Il y a intérimaires et beaucoup de directeurs qui sont à la retraite et qui sont toujours à la tête de ces sociétés. Vous prenez le conseil d'administration. Le conseil d'administration. Vous élargissez le champ. Le mandat, oui, le conseil d'administration, oui. C'est un mandat à vie. Oui, puisque cela va dans l'efficacité. Le mandat, c'est 2 mandats tout au plus pour un conseil d'administration. Le Cisco, le MOADA, le Cisco-WADA, qui l'exige. Vous allez voir pour certains conseils d'administration, les gens sont morts, peut-être sur les 7 ou 9 membres, et il ne reste que 2. Mais ça veut dire que toute décision prise par ce conseil est illégale et illégitime. Donc voilà ce dans quoi nous nous sommes fourrés. Donc on a l'impression qu'au Togo, on a une malédiction. Si ce n'est pas des cumuls, c'est des retraités, c'est des postes qui sont caduques au lieu de faire ça. Et plus grave, c'est l'Assemblée nationale qui a également vécu dans l'illégalité parce que même son bureau n'est pas constitutionnel. Ah oui, parce que le bureau doit être renouvelé chaque année. Il y a des membres qui sont... C'est la modification qu'ils ont introduite dans votre... C'est eux-mêmes qui ont voté. C'est pas quelqu'un qui a voté. Vous êtes là jusqu'à la fin de votre mandat. Oui. Mais après, ils ont modifié la loi. Pour dire que c'est chaque année qu'on renouvelle donc, le nombre de bureaux. Dans ces conditions, je crois que Sylvestre Béni, même peut-être n'a pas utilisé les mots qu'il faut. Peut-être qu'il fallait revenir dans notre langue, sinon dans nos langues traditionnelles, pour trouver les mots qu'il faut. Parce qu'on dirait que les gens ne comprennent plus le français que nous sommes en train de parler, ou la presse, ou disons, l'opinion évoque. Donc, mais on va en trouver, puisque la dernière... Non, mais attendez, notre parution de Tampa Express numéro 46, nous sommes allés jusqu'à Etorukpe et Oloa. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, parce qu'on est devenu, on est dans une république où, voilà, il y a certains seulement. Bon, c'est eux qui ont le beurre et l'argent du peur. Bon, il n'y a qu'à manger, ça va finir, on va partir. Donc voilà là où nous sommes aujourd'hui. D'accord, très bien. En tout cas, le sujet aujourd'hui quand même alimente de débat au niveau des auditeurs. Je lirai quelques-uns des messages donc envoyés donc par les auditeurs. Mais qu'est-ce que vous en pensez Oui, mais c'est un sujet qui est important
pour la République. Vous savez, il y a les principes qui sont universellement acceptés et appliqués. Il y a des exceptions à ces principes, etc. Mais ici, le principe, quand vous prenez, je crois, l'article 52 de la Constitution, bien sûr, il pose un principe et l'exception à la fois. Le principe, c'est que, je prends l'exemple, puisque ça parlait des députés, que les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. D'accord? Et puis, il vient poser l'exception en disant que le Parlement reste en place jusqu'à la mise en place d'un nouveau. Parce qu'en 2012, il y avait eu un problème. Donc, il y avait un problème. Mais ça c'est intégré à notre constitution, à la loi fondamentale. Donc, je vais seulement dire que oui, ce que nous disons, le principe est reconnu. Et à date issue, les institutions doivent se renouveler. Et vous avez cité, hein, je ne sais pas si vous avez cité la HAC aussi, mais la HAC en fait partie, la CNDH, la Cour des comptes, etc. Cependant, si nous voulons appliquer ce principe de la Constitution que je viens d'énumérer à ces institutions, il n'y a pas encore de problème. C'est légal et c'est légitime. D'accord? Ceci étant dit, il y a quand même des conséquences qui découlent de cette situation. Il faut d'abord dire que ces conséquences, et mon confrère l'a dit, l'inefficacité des membres de ces institutions. Parce que, étant donné que je mets ça entre guillemets, puisque peut-être je ne me contredis pas, mais je mets ça entre guillemets, étant donné que de fait, ils sont illégitimes. Je ne dis pas de droit. Mais de fait, ces membres sont illégitimes. Ils n'ont plus la légitimité que leur confère, voilà donc leur mandat qui est dépassé. Donc, est-ce qu'ils seront efficaces? Est-ce qu'ils peuvent avoir le courage de prendre certaines décisions, de prendre certaines initiatives, d'être, je sais pas, d'aller au-delà de certaines limites? Ça, je me pose la question, je sais que ce n'est pas possible moralement parfois. Puisque même les populations critiquent, ils relèvent que non, mais toi tu n'es pas légitime pour agir. Faire ci, faire ça, ta légitimité est remise en question. Il y a aussi ce qui va, ou bien ce qui cause parfois une situation de zèle. Parce qu'on est maintenant redevable à celui qui nous a nommé ou qui nous a installé. On aimerait bien revenir, et donc oui, bien sûr, c'est ça aussi. On aimerait empiler à se donner toutes les chances. Donc il vaut mieux être dans les bonnes grâces que de celui qui nomme. Et donc parfois on devient vraiment, on fait du zèle, d'accord? Et ça, ce n'est pas bien pour nous. Mais aussi il y a, comment dire là, la crainte. À mon niveau, il y a aussi le problème de la crainte de l'insécurité de nos institutions. Parce que les institutions se retrouvent dans ce cas en insécurité totale. Ok, étant donné elles ne sont plus légitimes, alors ce qu'elles devraient faire normalement comme travail, elles ne font pas. Ou soit elles vont plutôt faire du zèle. Ok, et là, ça tord le cou en réalité à leur efficacité et ça dessert plutôt la population. Donc c'est ce que moi je mets dans l'insécurité. Tout en disant que au regard de la loi, il n'y a pas de problème. Bonjour, Isidore. Bonjour, chers confrères. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints en studio. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Non, c'est des pratiques dignes d'une république bananière. On ne peut pas faire. Il y a une auditeur, par exemple, qui nous dit aussi que nous sommes dans une république bananière. Quand vous prenez le cas de l'Edi Togo, il n'y a que 3 membres du conseil d'administration qui font plus de 18 ans avec leur éternel assis qui a pris l'Edi Togo comme son bien personnel. Allez-y. Non, je ne vais pas me porter un faux contre le développement d'Olivier. C'est votre droit. Oui, mais qui a extrapolé en disant que bon, si on appliquait l'article 52, le dernier alinéa de l'article 52, qui dit que les députés et les sénateurs restent en place.
jusqu'à... Mais il n'y a pas de sénateurs, hein, ils n'ont pas... Non, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Les membres de l'Assemblée, je dis, hein, les membres de l'Assemblée sortante, par fin de mandat ou de dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leur successeur. Par fin de mandat ou de dissolution, ils restent en fonction. Les membres de l'Assemblée sortante, c'est ce qu'ils disent. Oui, et quand on parle d'Assemblée, ça peut être la haute chambre, la basse chambre, on va dire. C'est en cela que moi je parle des sénateurs aussi. Et, mais le test, souvent, ça doit être clair et clairement écrit. Oui, sans, parce qu'on parle par exemple, il y a la haute chambre, oui, le Sénat, si nous n'avons pas encore le Sénat qui forme l'Assemblée. Ouais. Donc, lui, il a les tests sous les yeux. On ne peut pas faire abstraction de l'alinéa 2. L'alinéa 2 qui dit que les élections doivent se tenir dans les 30 jours avant la fin du mandat des élus. Ceux qui sont là, le mandat prend fin le 31 décembre. Non, oui. Donc, théoriquement, les élections qui doivent donc avoir lieu 30 jours avant, le dernier délai, c'est le 30 novembre. Donc, ils sont dans une caducité énorme. C'est une illégitimité. Et quand vous voyez même l'article 2, c'est parce que c'est faute de n'avoir pas organisé les élections que ces députés vont rester parce qu'il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise. Et ça, le dernier alliance était prévu pour des cas d'exception. Des cas de force majeure. Ne le dit pas ici. Non, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Bon, l'esprit, mais là, dans ce sens, en 2012, oui, il y avait un problème. Et on a trouvé ça, et après on a modifié le test pour le rendre un peu souple. Oui. Donc c'était par rapport à ce cas. Vous savez, dans ces cas, nous on est des analystes. Nous on est des analystes. On est des analystes. Non, mais je veux t'apporter une contradiction. On est des analystes peut-être politiques, d'accord? Pour ce genre de choses, nous on est libre de dire ce que nous disons, et Isidore est libre de le dire, mais c'est la Cour constitutionnelle qui tranche en dernier ressort. Je vais dire seulement que dans ces cas de figure, il faut saisir, puisque je sais que l'opposition est en train de lever ou de lever la voix, de relever ce qui se passe. Donc, il faut interroger les juges, ok? Et c'est là qu'ils nous diront que c'est un cas de conflit ou de crise qu'il faut l'appliquer ou non. Puisque ça fait partie de notre constitution. Je peux continuer ma réflexion. Je dis que c'est dans l'esprit de la loi, c'est un cas de force majeure. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas de force majeure. Le Togo ne traverse pas une crise politique ouverte, même si les autorités, on sait qu'il y a une crise non ouverte, latente, mais les autorités disent qu'il n'y a jamais eu de crise politique. Pourquoi elles n'ont pas organisé les élections? Est-ce qu'il y a un cataclysme? Peut-être on va dire qu'il y a eu Covid depuis 2019 jusqu'à 2021. C'est parti depuis des gens mangent l'argent aussi. Ils peuvent se cacher derrière parce que vous savez que... On va dire que ce n'est pas un argument de leur part. Ils relevaient ça. Non, écoute, je suis en train de faire une analyse. Non, je ne dis pas toi. Je dis si eux, ils relevaient qu'il y a une crise. Permettez que j'arrive au bout de ma réflexion. Et je me dis que, bon, dans ce cas-là, mais c'est le gouvernement qui a tout fou. Le gouvernement doit se poser des questions. C'est le gouvernement qui n'a pas su organiser des élections à terme échu. Donc maintenant, on ne peut pas extrapoler ces dispositions aux autres. Si vous voulez, on va revenir, hein, puisqu'il y a un point spécifique donc, aux élections régionales, législatives, donc qui ont suivi le glissement. Non, c'est parce que c'est lui qui avait fait le développement. Oui, bien sûr. On est en train de parler de... Non, pas du tout. Je défends une opinion. Non, tu défends une opinion. Couvrir qui? On est là, on fait un débat, donc ça veut dire... Je ne couvre personne, c'est mon point de vue. Voulant couvrir les institutions qui sont en porte-à-faux avec les tests. Non, pas du tout. J'ai plus développé le fait que ces institutions ne peuvent pas fonctionner et ne peuvent pas être efficaces. C'est-à-dire, je me suis plus appesanti. C'est ça, donc tu aurais bien fait de relever aussi ma deuxième partie qui est plus importante que la première partie que tu relèves ici. Tu es parti du principe que si on élargissait
Non, le principe, j'ai dit le principe, c'est 5 ans. J'ai dit le principe, c'est 5 ans. Maintenant, il y a des exceptions. À chaque fois que je développe, il intervient. Alors là, non, mais tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. C'est toi qui l'as dit. Tu as parlé de ce principe. Quel principe? J'ai dit que le principe, c'est 5 ans. On extrapolait. C'est une extrapolation que moi je j'ai dit il y a des exceptions. On se calme. Entre le principe, il y a toujours des exceptions, mon frère. Pourquoi tu refuses que je relève les exceptions à ce principe-là? Le premier qu'il a posé, c'est que si on élargissait cette disposition. Non, je n'ai pas posé ce principe. Non, j'ai pas posé ce principe. Là, impossible. Là, il n'y a qu'à retirer ça. Non, mais retirer quoi? Je te dis que je n'ai pas posé un principe comme ça. Mon principe que j'ai posé, si tu n'as pas bien compris, je reviens dire que mon principe, c'est que. Je t'ai écouté. Non, mais tu m'as écouté, je suis encore présent ici. Si tu n'as pas bien compris, je précise, c'est tout. Tu acceptes que je précise. Non, mais tu acceptes que je précise. Je vais vous donner la parole sur vous. Allez-y. Écartons cette disposition que c'est l'institution et les dispositions de l'article 52 peut les couvrir. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec son développement en disant que il y a une efficacité de ces institutions. Tout à fait. Et tout le monde va se porter comme quelqu'un qui est à la merci de ceux qui décident. Voilà, le problème c'est quoi je disais que c'est digne, ce sont des pratiques dignes d'une république bananière. C'est dans des républiques bananières qu'on ne peut pas changer, renouveler les membres des institutions qui sont arrivés au terme de leur mandat. Et aujourd'hui... Expliquez-nous, attendez, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait que les institutions, on connaît à peu près la date où voilà, on doit renouveler et que on ne renouvelle pas. Qu'est-ce qui peut se passer peut-être au sommet de l'État pour qu'on n'en arrive pas là? Mais c'est des gens qui sont mis au pas. C'est des gens qu'on peut contrôler. Et on ne veut pas aller en aventure dans une période électorale. C'est ça. C'est la seule explication que moi je trouve. Nous sommes en année électorale. Vous savez que la HAC joue un rôle important. Et la Cour des comptes joue un rôle important. Non, si vous parlez de la HAC, la HAC a dépassé le mandat inspiré il y a plus de 2 ans. Donc du coup, on n'est pas en année électorale. Mais c'est une prévision. Est-ce que ceux qui viennent... Prévision de 2 ans? Oui, qu'est-ce que tu crois? Mais on ne veut pas que quelqu'un d'autre, que ceux qui sont là-bas, n'ont qu'à rester pour être... Excusez-moi, si vous estimez qu'on donne des consignes aux gens, même ceux qui viendront, on leur donnera des consignes. Non. Peut-être ils seront on pourrait simplement reconduire ceux qui sont là s'ils sont plus dociles. Oui, on pourrait simplement. Voilà, c'est la docilité. Non, si tu estimes, parce que c'est comme. Oui, c'est comme ça qu'on a instrumentalisé nos institutions. Et on a des institutions faibles qui ne peuvent pas. Qui ne font que allégeance à la présidence de la République. Je voulais dire quelques messages des auditeurs sur le 93, 94, 96, 64e auditeur qui me dit que les présidents de ces institutions ne faisaient aucun travail. Leur absence ne change rien. Faure Gnassingbé peut présider ce pays sans gouvernement, ni Premier ministre. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils se maintiennent juste pour éviter les poursuites après un changement de régime. Sinon, les ministres, députés, maires font quoi dans ce pays? L'auditeur parle même de scandale. Un autre auditeur qui nous dit... non, d'accord, il parle de la contradiction. Vous n'êtes plus à cette étape de contradiction. Le monde vous écoute. D'accord, on a compris. Un auditeur qui nous dit ceci, si étant donné qu'Isidore dit qu'il n'y a pas de crise au Togo, il n'y a pas de crise politique ouverte qu'il ignore, parce que ce qui se passe au nord, qui n'oublie pas ceux des Daparan, de Mandjouri, qui sont des Togolais et qui ont le droit de voter aussi. Une crise politique, oui, mais le Togo traverse une crise sécuritaire, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui me dit ceci, il faut que le président de la République sorte de son bunker par moment pour surprendre donc ses collaborateurs et contrôler un petit peu les ouvrages payés à coût de plusieurs milliards que nos pauvres citoyens, voilà, c'est ce que donc a dit l'auditeur, attention, ce que ça le matin. Mais ce qu'il dit maintenant, c'est qu'au Togo, y a-t-il un département ou un ministère qui n'a pas de responsable intérimaire? Le Togo souffre-t-il de ressources humaines ou quoi? Tout porte à croire que le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement développent une véritable phobie
quand toutes les institutions de la République et autres fonctionnent normalement. On dirait que l'on s'accommode à ce type de fonctionnement, dit l'auditeur. Voilà. Je veux réagir par rapport à celui qui parlait de crise sécuritaire. On n'en disconvient pas. Mais si c'est ce cas, la RDC ne peut pas organiser des élections. Oui, beaucoup de choses se passent là-bas. Mais on est en train de faire des campagnes pour des élections générales là-bas. Et on ne va pas pousser aujourd'hui le Mali à organiser des élections. Et la République centrafricaine ne devrait pas organiser des élections. Mais ayons une vue holistique de ce qui se passe. Ensuite à Francisco. Je disais donc que le débat ici porte sur la normalité. Parce que quand il y a des choses qui se passent et que nous constatons que ce n'est pas bien, cela n'honore pas notre pays, il est vraiment important de les relever, de sorte que les autorités puissent, je ne veux pas dire prendre conscience, mais sachent qu'ils puissent savoir qu'il y a en tout cas des zones où il y a des problèmes, il faut les régler pour pouvoir contrôler. Et que les gens les observent. Voilà, les gens les observent et il y a des zones qu'il faut contrôler, faire en sorte que cela puisse donner une image à notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur l'image du pays. Vous pouvez voir un peu partout, quand le chef de l'État va dans les forages, va dans les grandes rencontres pour la finance, pour parler de l'énergie, de l'environnement, pour parler de l'économie africaine, de comment sortir de la polycrise et tout ça là, c'est qu'il est en train de positionner le pays et voudrait attirer les investissements étrangers, et c'est pour concourir à quoi? À la création de la richesse qui puisse amener vers l'amélioration des conditions de vie des Togolais. C'est pour créer une certaine prospérité à nous tous. Donc quand on est dans cette démarche, on doit tout faire aussi pour que les institutions qui doivent aider à ce que la République se porte mieux puissent être aussi en forme. Parce qu'à l'état actuel, je ne veux pas parler de tétraplégie ou bien d'hémiplégie ou bien de quoi, mais nous sommes dans un stand-by institutionnel et cela n'est pas bien pour notre pays. C'est comme quand vous arrivez à la maison, vous voyez votre poste allumé, il y a le feu, le voyant rouge là, qui est allumé. Bon, on dit que le poste est allumé, mais jusque là, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc c'est dans cette situation que nous sommes. Et ça, ce n'est pas bien pour une république. Les citoyens doivent avoir des repères, des citoyens doivent travailler avec des institutions qui sont en norme. Et là, quand toute personne arrive dans le pays, supposons, je vais donner un exemple banal, quelqu'un qui débarque au Togo, qui veut aussi installer une institution ou bien quelque chose comme ça de médias, puisque nous sommes dans ce domaine, il va à la HAC, il fait les formalités, et après il lit les tests, il voit que mais, ces gens-là, ils sont déjà hors normes. Est-ce que ce qu'ils vont prendre comme acte là, est-ce que vraiment ça peut m'amener à aller loin? Vous comprenez? C'est vrai que légalement c'est ça, c'est bon. Mais est-ce que ça nous confère vraiment une certaine crédibilité? C'est ça le problème. Donc c'est ce que nous relevons et nous demandons de la part de nos autorités d'agir vite, d'aller au plus vite pour que nous ayons des institutions qui soient en ordre. Je voulais terminer pour dire que lorsque j'entends sous le leadership de notre leadership ne doit pas être un leadership au rabais. Ça doit être un leadership qui tire le pays vers le haut. Et en le disant, vous pensez à quoi? Non, à ceux qui invoquent le leadership. Il y a un gars qui me dit pardon, ne vous lamentez pas, même si toutes les institutions togolaises ne sont plus légales, l'essentiel pour Fournier Singbe est que lui et ses proches soient bien protégés. C'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui me dit, sur le débat de l'article 52 de la Constitution, il dit quand l'article 52 stipule que les parlementaires restent en place jusqu'à la mise en place de la nouvelle législature, cela ne veut pas dire que les députés peuvent outrepasser leur mandat. Les gens font une très mauvaise lecture de l'esprit de la loi, puisque les élections doivent avoir lieu 30 jours avant la fin de la législature. Cette disposition permet juste aux députés de pouvoir gérer les affaires courantes afin qu'on ne tombe pas dans un vide juridique, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit, nous sommes dans une monarchie absolue, donc c'est le monarque qui contrôle tout et décide de tout. C'est regrettable, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit ceci, j'aimerais
rappeler à Isidore Akolor, oh là là, vous êtes interpellé, parce qu'il y a beaucoup de messages, je ne peux pas les lire, mais qu'une opinion est différente de la réalité. Il y a ce qui est et ce qu'on pense être. Ce n'est pas bien que sur un plateau, voilà, non, ce n'est pas de dénigrement, il n'y a pas de dénigrement. On est comme toi ici. Hein. Donc l'auditeur sache que non, tout va bien, ok. Bon, voilà, moi, ça m'amène à avancer un peu dans le débat. J'avais évoqué le sujet d'ailleurs avec les confrères ici, même l'idée de la nation. Quand on parle des institutions telles que vous l'évoquez aujourd'hui, où tout est folklore là, mais bon, les gens sont toujours à leur poste. Est-ce que ça ne menace pas la démocratie chez nous? Enfin, certains vont dire qu'il n'y a même pas de démocratie au Togo, mais bon, on considère que nous sommes un pays démocratique. Et comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour retrouver cette communauté de destin qui était vantée, chérie, rêvée par nos aïeux aujourd'hui? Parce que beaucoup me disent qu'aujourd'hui même, il n'y a pas d'État-nation. Non, avant d'en arriver, Acha Ibrahim a évoqué quelque chose de très important, que le leadership ne peut pas être au rabais. Et vous savez, un chef d'État qui donne sa parole ou qui prononce un mot, c'est suivi. Et ça doit aboutir. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on aura les élections en 2023 et que parce qu'il a dit. On ne peut pas déjà dit. Parce que si la parole du chef de l'État doit être pesée. Et vous, disons. En même temps, il y a des choses qu'on prévoit. Oui, mais et puis je me faisant, il peut y avoir quand même d'autres problèmes. Voilà, quel diagnostic a été fait et qu'est-ce qui prouve que ce qui a empêché que les élections aient lieu pendant 12 mois après et que ça ne se répète pas. C'est très important parce que moi, lorsque je vois ce qui est à l'horizon, ce n'est pas évident que en fin mars, que nous ayons des élections. Parce que je poserai la question là-dessus tout à l'heure. Oui. Parce que là, au niveau de l'opposition, on parle d'un compromis politique. On va revenir sur le sujet. Oui. Donc, tout ça nous amène à ce qu'on appelle la nation. La première des choses de la nation, c'est qu'on respecte les tests qu'on se donne librement. Et je viens de l'évoquer pour, par exemple, un parlement qui vote les tests et qui c'est contrôler l'action du gouvernement. Et que ce parlement même n'est pas arrivé à respecter, disons, le fonctionnement, les règlements intérieurs. Il y a un problème, là. Voilà. Le reflet est mal parti. Je viens d'évoquer la parole d'un chef, de leader, un leadership. Voilà, qui n'est pas respecté. Donc, on bafoue les tests. On a l'impression que, disons, tout le monde devient militant. Oui, donc, il faut défendre une chapelle et non les principes. Il faut un minimum d'éthique, il faut la communauté d'intérêt. Que chacun, aujourd'hui, on vient de voter par exemple. Communauté d'intérêt. Mais on vient de voter par exemple, bien, c'est en cours le budget 2024. C'est adopté à l'Assemblée. C'est adopté à l'Assemblée des ministres. Maintenant, le document est à l'Assemblée. Jusqu'à ce jour. Voilà. Jusqu'à ce jour, les Togolais, même moi-même qui suis ici en tant qu'économiste, qui peut jeter un coup d'œil sur ce document, je n'ai pas encore les documents. C'est pas sûr que vous l'aurez. En 2023, vous l'avez vu finalement 2023 2023, on l'a, mais on nous a soutiré. Oui, on a soutiré des choses dedans. Par exemple, la contribution non fiscale, c'est-à-dire des sociétés d'État. Dans ce budget, ils l'ont soustrait. Ça veut dire qu'on ne nous a pas donné une loi des finances, mais on nous a donné une partie des lois des finances. Donc pour 2024 également, les choses sont en train de se dérouler, alors que sur un budget, chaque Togolais, soit en écoutant les commentaires ou en visitant le document, la loi des finances, doit savoir ce qu'il est en train de donner. Par exemple, on nous dit déjà que le budget est déjà au-delà de 2000 milliards. Ce qui veut dire qu'on va demander encore une part plus importante à l'OTR et on nous demandera de saigner plus pour nourrir le budget. Mais en retour, qu'est-ce qui nous revient? Qu'est-ce qui revient à chaque citoyen, n'est-ce pas, dans ce budget? Donc, lorsque nous n'allons pas vers cette communauté d'intérêt qui fait que chaque individu dans la nation se sente
disons, togolais, donc on aura que ce que nous sommes en train de voir, des résultats bâclés, et des détournements, et des compromissions partout, et que, je dis, c'est le pays qui est en train de régresser, et nous avons énormément régressé en matière de gouvernance. Alors, est-ce que c'est finalement pas un travail qu'il faudra faire, l'idée même de la nation, poser un débat, peut-être, j'en sais rien, citoyen, national, sur la perception des gens. Il y a un auditeur, par exemple, que je vous pose la question clairement, et qui nous dit le vrai problème du Togo, c'est qu'ils ont trop duré au pouvoir. Enfin, c'est ce qu'il lui pense. Et quand j'étais en troisième, je pensais être le plus intelligent, puisque j'étais toujours premier. J'ai quitté, finalement m'inscrit dans une autre école, ce qu'il a envie d'écrire, j'étais toujours premier. J'ai encore changé d'école, je suis devenu le 5e. Pour dire qu'on n'est pas le plus intelligent. Que M. Faure accepte de laisser la place à quelqu'un d'autre. Bon, ça, on en parlera en 2025, il me semble, lorsque il remettra sa couronne en jeu. Mais sur la question même de la nation, il nous arrive très souvent maintenant sur la radio, hein, il suffit qu'on donne la parole aux auditeurs, que vous comprenez qu'il y a des gens même qui regrettent de s'être rendus au service de nationalité depuis 4 heures du matin pour avoir de nationalité, ils disent qu'ils regrettent d'être Togolais. Est-ce que c'est pas grave ça, Olivier? Non, nous avons au Togo un territoire. Oui, monsieur. Nous avons un peuple ou une population. Oui. Nous avons une organisation politique. Oui. C'est la définition de l'État. Ok. Dans la nation. Mais est-ce que nous avons un sentiment d'appartenance à la nation, à un groupement, à un ensemble homogène? Est-ce que nous avons le sentiment d'avoir les mêmes origines et le même destin? Est-ce que nous avons un même destin commun ou l'envie d'avoir un même destin commun? Et quand les gens regrettent, puisque la nation est une organisation qui est différente de l'État. Oui, bien sûr, hein, c'est clair. Parce que souvent, des gens ne font pas cette distinction. Oui, bien sûr. Il y a un distinguo qu'il faut faire. L'État peut exister, mais pas une nation. Ok? Et c'est vrai, nous venons de plusieurs horizons, nous avons plusieurs origines. Mais ça n'empêche pas que nous puissions créer une nation. Puisque là, nous devrons avoir l'envie, cette envie de vivre ensemble, de travailler ensemble, de construire ensemble. Mais s'il faut répondre de façon, je ne sais pas, drôle, oui, parce qu'on n'a pas le temps de faire une réponse. Oui, donc malheureusement, nous n'avons pas le sentiment que nous avons une nation. Et même peut-être il y a 20, 30 ans, la nation togolaise était embryonnaire. Puisqu'aujourd'hui, où elle est totalement en dislocation. C'est-à-dire, les gens se retirent de cette envie de vivre ensemble. Est-ce que le Togolais a envie de vivre ensemble avec son frère venant du sud, du nord, de l'est, de l'ouest? Je ne sens plus cela. Ok? Et est-ce que, au cours d'une, je ne sais pas, est-ce qu'on peut décréter de créer cette nation? Non. On ne peut pas décréter la création d'une nation. On peut aller à des conférences souveraines, je sais pas, à des colloques, à des états généraux. Ce ne serait que des intellectuels qui vont se retrouver pour faire, voilà, pour parler de gros français. Maintenant, vous avez posé une très bonne question, c'est-à-dire que comment arriver à une nation? Il faut qu'on ait un sentiment d'appartenir à un même État. Mais comment il naît ce sentiment? Comment est-ce qu'on le crée? Mais c'est en faisant comprendre que nous avons tous le pays en partage. Ça, c'est beaucoup de choses quand même. Hein. Oui. Avoir un pays en partage implique beaucoup d'éléments. Oui. Francisco parlait de respect déjà, des tests que nous nous sommes donnés. Oui. Tout commence par là. Et c'est les autorités qui donnent cette impulsion dans la manière de gérer le pays. Oui. Et vous vous souvenez, bon, avant les années d'indépendance, on a appris que on veut donner la citoyenneté française
à nos aïeux qui ont refusé, qui ont dit que non, nous sommes fiers d'être Togolais. Est-ce que cette fierté existe encore? Voilà. Leurs enfants aujourd'hui courent derrière, vont mourir dans la maison. Voilà, c'est des questions fondamentales que nous devons nous poser. Et si on arrive à trouver des éléments de réponse, je crois qu'on peut aller vers une nation. Je sais que fondamentalement, le Togo est un pays de refuge. Nous sommes venus. C'est gens peureux qui sont ici. Bon, ça, je pense que oui. Parce que on nous a appris que les éléments. Il a mis encore une couche de filles. Les éléments venus de l'Est, les éléments venus de l'Ouest, les éléments venus du Nord. Mais la question que je pose, l'Amérique est aussi composée par des éléments venus d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Mais il y a cette fierté d'appartenir. Sauf qu'eux n'avaient pas fui. Ceux qui sont allés ils sont là à la découverte. Eux n'avaient pas fui. Non. Il y en a qui ont été amenés de force. Oui. Et il y en a qui, bon, il y en a qui ont fui. Des gens ont fui. Les Espagnols. Oui, bon. Oui. C'est bien après. C'est bien après. Même les Allemands. Les Allemands, oui. Donc, on peut dire que, bon, oui, on peut faire du Togo un État plutôt, une nation arc-en-ciel comme l'Afrique du Sud. On peut faire aussi un melting pot comme les États-Unis. Mais tout dépendra de la direction que nos autorités donnent, l'orientation qu'ils donnent. Aujourd'hui, on a le sentiment que il y a des Togolais à part entière et des Togolais entièrement à part. On ne peut jamais aller vers une nation. Non, je disais on peut aller. Et mon confrère Olivier disait que ça ne se décrète pas. Oui, c'est vrai, on ne peut pas décréter ça. Mais ça se construit. On peut construire une nation. Et ce sont les autorités qui doivent donner vraiment le ton. Et comment ça se fait? C'est en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice sociale. C'est en essayant d'amener tous les Togolais à avoir chance égale face à tout ce que nous avons comme opportunité. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion. Et sur le plan politique, on doit tout faire pour éviter l'exclusion politique. L'exclusion politique se manifeste comment? C'est quand il y a des postes de responsabilité où des gens ont des compétences à faire valoir, pour faire fonctionner le pays, pour amener le pays vers son plein épanouissement, ou bien comme nous le disons, le générique c'est l'émergence. On se fie à leur appartenance politique pour le bloquer. C'est des faits réels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir une compétence avérée, je te dis n'importe quoi, dans l'ANC ou dans d'autres parties de l'opposition, mais parce que c'est de ce bord, cet élément, qui a la capacité de réfléchir des choses. Voilà. De travailler pour la nation. On fait le soutenir. Ah, mais il est mis sous éteigneur. On voit seulement son appartenance politique et on n'a plus besoin de lui. Vous comprenez? Généralement, ce n'est pas l'État qui a institué cela, c'est des individus qui se comportent de la sorte. Ce n'est pas un fait établi. C'est des pratiques. C'est des individus par zèle, par une certaine animosité envers une catégorie donnée. Suivez mon regard, on a vu un peu dans ce pays, il y a des régions qui ont été presque oubliées. Il a fallu à un moment donné qu'il y ait des bruits pour que les gens se disent « Ah, mais ceux-là, en principe, ils doivent faire partie de tel. On doit faire en sorte qu'on compose avec eux. » Regardez un peu la crise sécuritaire. C'est à la suite de ça que tout de suite les gens réfléchissent qu'il doit y avoir des forages là-bas. En principe, ça ne devait pas être ainsi. C'est grâce à certaines choses, certaines tribulations, certains mouvements, que l'État prend conscience que il va falloir qu'on fasse ceci, qu'on fasse ça. Mais généralement, normalement, des choses comme la pratique sous d'autres cieux, c'est qu'il y a des gens, comment on les appelle là, ceux qui s'occupent de la planification, de l'aménagement du territoire, ils réfléchissent sur l'ensemble du territoire. Et on dresse un certain nombre de projets, un certain nombre d'actions à mener. Et l'État débloque les moyens et on les mène sans tenir compte de l'origine, de l'ethnie, de l'appartenance politique ou bien des humeurs des gens. Parce que généralement, on dit que ceux-ci sont des gens qui sont têtus et c'est fini quand on vous colle cette étiquette de
de villes ou bien de villages têtus, vous êtes foutus. Donc ça ne devait pas être ainsi. On doit changer de mentalité pour aller vers l'appartenance à ce Togo où tous les fils doivent travailler main dans la main pour faire évoluer la nation. La réponse à ces différentes questions-là qui nous amène à l'État-nation. Tout à fait. C'est quand on aurait construit ce que je venais de dire là, mis en place. Parce que c'est une construction méthodique. Il faut mettre aussi la méthode dedans. Il ne s'agit pas de rafistoler, de faire des colmatages et du jour au lendemain on dit ah, ceux-ci se sont rebellés, amener leur électricité. Et ça s'arrête. Non, c'est pas comme ça. C'est une construction méthodique, bien réfléchie. Avec des aménagements, ceux qui s'occupent de l'aménagement du territoire, ceux qui s'occupent de l'urbanisation, c'est toute une construction qui se fait. Et je vais vous parler d'un petit fait là, et je pense que je vais terminer là-dessus. C'est le fait que dans certains milieux, j'ai parlé des cadres du milieu. Oui. Mais c'est ce qui tue notre pays. Oui, les cadres, on dit cadres de la préfecture, mais quand les gens se transportent dans le véhicule, c'est des gens qui se connaissent en tant que coloration politique bien donnée. Les autres sont mis sous éteigneur. Et ils ne sont même pas considérés comme des gens appartenant même à ce milieu. Et c'est ça qui nous tue. Il faut sincèrement rompre avec cette façon de réfléchir. Je pense que nous pouvons faire quelque chose de grand pour notre pays. Alors, il y a un auditeur qui nous dit notre pays est gangréné par un cancer administratif. Tous les secteurs du pays sont infectés. Ceux qui sont là actuellement sont fatigués. Ils ne peuvent plus rien faire. Le pouvoir est à son apogée et il faut donc de nouvelles figures, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit c'est l'amour qui doit mettre fin à tout ça, chercher à ne pas nuire à l'autre. Ici, la haine est dans le costume, appartenance politique, administration et autres, sinon dans les maisons, les Togolais s'aiment, dit donc l'auditeur. Il y a un autre, je considère, il dit le sommet, en donnant le bon exemple, la base suit, c'est naturel et on est fier de son pays. Il faut qu'il lise le livre La naissance d'une nation. C'est ce que donc a dit cet auditeur, c'est Thierry, votre ami Thierry. Et un autre qui nous dit voilà quelque chose qui me paraît bizarre. Aidez-nous à comprendre s'il faille un jour que le gouvernement défende ses actions, ce serait devant l'Assemblée sortante qui a voté ou la future. Et si c'est la nouvelle, sur quoi cette nouvelle Assemblée va juger les raisons de la mise en place de telle ou telle ligne budgétaire? C'est quand même pertinent, hein, ce que dit encore cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit si on vendait la nationalité, comment devait... beaucoup devaient déjà vendre, y compris moi. Je ne suis pas content d'être né au Togo. Non, c'est pas bien. C'est dur ça. Non, c'est pas bien. C'est quand même dur. Eric. Parce que quels que soient les problèmes, on ne doit pas aller jusqu'à des situations extrêmes. Ça montre l'état d'esprit de certains de nos concitoyens. Oui, mais on ne doit pas être défaitiste. C'est possible que vous nous voyez venir en émission aussi, mais non, pas de budget pour ça. Hein. Le carburant, tout ça, là, on vient parce que nous voulons construire cette nation. Nous avons foi que le Togo peut aller loin. Nous avons foi que ce Togo-là sera un pays où il fera bien, voilà, où il fera bien chose de beau, bien vivre, bien beau vivre. Je ne sais même plus ce qu'il faut dire. L'heure de l'humanité. Ouais, ça va arriver. Et c'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi nous sommes toujours à l'œuvre. Et je veux renchérir pour dire qu'il y a un de nos compatriotes, M. Spero, que vous connaissez très bien, qui fut président du CASIT, qui disait qu'au Togo, il suffit seulement qu'on intègre dans notre tête que nous avons des compatriotes au pouvoir, des compatriotes qui ne sont pas au pouvoir. Mais ensemble, nous sommes des compatriotes et nous devons travailler ensemble pour aller devant. Merci beaucoup, Aja. Francisco, je t'en pense. Oui, non, le citoyen qui parle a raison. Mais quand vous voyez que vous êtes exclu du tout, il y a des villages. Vous n'avez droit à rien. Oui, il y a des, par exemple, jusqu'à oui, même présentement, le seul cadre de mon petit village, Balavé Charomé, à Baïmé, il était planton à la CCIT, à la Chambre du commerce. C'est le cadre. Oui, c'est le cadre. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ceux qu'on avait qui étaient des soldats, ils sont morts depuis. Ils n'ont pris accès à rien. La présence de l'État n'existe même pas. Je ne sais pas si vous voyez. Mais une telle population est résignée.
Et d'autres vont dire que c'est la résilience. C'est pas la résilience, c'est la résignation. Donc c'est tout à fait normal. Et quand la dernière fois, on a parlé même de la zone de Kwanjal et des savanes, où des citoyens togolais sont obligés, parce qu'ils ont faim, d'approvisionner par exemple les djihadistes. Mais ça c'est pire même que c'est une trahison du peuple. Mais ils sont arrivés là. Même il a parlé qu'on a pensé au Bengal. Même dans ça, il y a des gens de la République, des personnes influentes qui détournent ou qui veulent détourner le peu. C'est-à-dire que d'urgence qu'on veut envoyer là où il y a des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis que ça, c'est que nous avons des dirigeants qui nous ont trahis. Ils ont trahi le peuple. On ne peut pas. On dit état d'urgence et quoi, sécuritaire. Et qu'on dit les projets prioritaires, on va dans la zone, on va investir. Et que les gens aient l'idée de détourner encore l'argent qui va aux pauvres. L'argent qui va pour aller enrayer. Qui a détourné l'argent? Je dis, ce que je dis, écoutez-moi bien. 100 millions. Suivez. Pardon? 100 millions. Donc, mais voilà, nous ne partageons pas les mêmes valeurs. La preuve, là où nous sommes ici, les gens qui sont gros perchés, ils disent, mais ces gens-là, c'est quoi? Eux, ils attendent seulement que, bon, un réseau s'ouvre pour qu'ils soutirent leur part. On n'a pas les mêmes valeurs. Nous combattons ce qu'on appelle le crime économique, la corruption, le népotisme. Mais il y a des gens qui sont là juste pour ça, des opportunistes. Alors, donc, sans partager les mêmes valeurs, sans avoir des intérêts en commun, on lance un concours de la fonction publique. Un concours ici, vous n'avez rien. Bientôt 3 ans. Vous n'avez rien. Mais même les résultats, on ne donne pas quand vous questionnez ou bien vous écrivez là-dessus. On peut chercher à vous enfermer. Alors que nous avons payé, les gens ont payé pour passer les concours. Oui, si, on fait beaucoup les gens ont fait des photocopies. Ils ont payé des quittances, 5 000 minimum, pour déposer faire. Donc on ne leur donne aucune perspective. Tous sont en train de mourir. Mais c'est pas normal, on n'est pas dans un état, c'est pas un gouvernement qui fonctionne. Donc s'ils veulent continuer comme ça, en tout cas, ils n'ont qu'à continuer, c'est eux. Il y a un auditeur qui nous dit, une nation induit une unité historique, linguistique et économique. On ne peut pas parler de nation togolaise dans la mesure où il y a une disparité économique dans la population. Certains sont économiquement bien assis, au moment où d'autres végètent dans la misère. Peut-on parler de nation si la cohabitation entre les individus repose sur l'ethnie? Donc c'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, dans ce pays, on nous a tout enlevé. Ce qui fait des fois qu'on ne se retrouve pas dans ce que font donc les autorités ou ce que font les autorités. Oui, des fois, on n'est pas fier d'être togolais. Mais en vous écoutant, on a de l'espoir que ça ira. Je pense que c'est la bonne nouvelle. Bon, puisqu'il est 12h, je vous donnerai la parole à vous deux, Olivier et puis Isidore, mais il est 12h. C'est un impératif. La radio Génial Taxi FM. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Francesco Napo, Koura, Isidore Sassoua Kolor, Adja Ibrahim et Olivier Adja. On était en train de parler de l'état, de la nation. Il y a un auditeur, par exemple, qui nous dit j'ai appris au Togo, mais mon premier véritable salaire, c'est à l'extérieur, je l'ai gagné. Tous les jeunes diplômés aujourd'hui fuient vers l'Europe. Nos artistes aujourd'hui croupissent dans le froid au Canada. Les autorités sont contentes, notamment Monsieur Doucet, parce que la diaspora envoie toujours l'argent au pays. Vous voulez me forcer à dire que je suis content d'être togolais? Donnez-moi 2 millions, je vous donne ma nationalité vu que vous aimez le Togo.
Bon, on ne parle pas de ça. Bon, maintenant, allez-y. Non, il y a un auditeur qui a pris en compte ce que je voulais dire. Vous savez, oui, on veut construire une nation, mais il y a un phénomène de repli identitaire que nous connaissons tous, même au sein des intellectuels. Et c'est ça qui me rend tellement malade. C'est-à-dire ceux qui sont censés porter le flambeau, la flamme pour éclairer la masse, mais leur réflexe parfois est pire que ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école. Le repli identitaire, moi, ça me touche beaucoup parce que j'en ai vécu très récemment. Et les gens, vous êtes ensemble, après les gens te font savoir que, étant donné que tu ne viens pas de la même origine que eux, de leur communauté. Donc, lorsqu'il y a des problèmes, pour régler leurs problèmes, ils doivent se retrouver entre communautés. Ça, sincèrement, moi, je n'arrive pas à supporter. Parce que vous savez... Qui peut supporter ça? Oui, non, peut-être qu'il y en a. Ceux qui se retrouvent dans ces cas, ça veut dire qu'ils peuvent supporter, puisqu'ils sont... Moi, si... Peut-être jusqu'au jour où il y a des gens qui me font... Non, ils seront victimes. Bon, je ne sais pas trop. Vous savez, moi, j'ai fait tout mon cursus à Dapan. Avant de revenir ici, je ne suis pas de Dapan, mais je ne me sens pas appartenir à une communauté, en fait. C'est-à-dire, au fond de moi, je n'arrive pas à gérer ou bien fonctionner en termes de communauté. Je fonctionne en termes d'humains et d'individus. Donc, citoyens du monde. Oui, nous sommes citoyens du monde, nous sommes citoyens de la terre. Si bien que lorsque je suis confronté à ce genre de choses, et ça me fait tellement mal, ça tue mon âme. D'accord, ça m'attriste. Donc, mais si nous allons fonctionner toujours comme ça, en tant qu'intellectuels, journalistes, des gens qui sont censés montrer la voie, mais on ne peut jamais construire cette nation, même si l'État togolais est le plus riche d'Afrique. On a tout, on ne sera jamais une nation si on ne change pas cette façon de fonctionner aussi. Retrouvons-nous en communauté, les ressortissants d'ici, c'est bien, ce n'est pas mauvais en fait, oui, mais dans le fond, mais moi, en réalité ça nourrit ce que nous disons. Le repli identitaire, ça nourrit cela. Bien sûr, je veux développer ma communauté, je fais ci, mais ça va dans tous les sens. C'est dommage. Oui. Ça prouve que nous ne pouvons pas construire une nation si nous continuons de fonctionner comme ça. Il a pris en compte un aspect de mon développement que je veux en rebondissement, et c'est le repli identitaire. Aujourd'hui, d'abord, il faut dire que c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Aujourd'hui. Et même si on peut nous interdire d'en parler, c'est une réalité. Vous savez, il y en a qui sont... Oui, il y en a qui sont... Il y en a qui sont un peu... Non, on n'attise pas la reine. On n'attise pas la reine. Non, pas du tout. Raciale, ethnique et comme ça. Non, pas du tout. On dénonce. Allez-y. Oui, bien sûr. Je veux faire, c'est je ne sais pas comment l'appeler, une autorité de la place qui, lors d'une causerie, dit que mais vous aussi, essayez de nous comprendre. Certains ont tout. Nous, on nous tolère. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il vous a dit. Que même à leur sein là, nous qui les voyons comme des autorités, elles ne sont pas libres de faire telle chose. Alors qu'à leur sein, d'autres ont toute la liberté, mais comme eux autres viennent de quelque part, on leur tolère. Je ne sais pas si vous avez compris. Je comprends le message. Si au sommet de l'État, on gère un pays comme ça, on ne peut pas parler ni d'État avant de parler même de la nation. L'autre aspect, le désamour entre les autorités et la population se manifeste partout. Vous vous souvenez du cas où des gens, des Barou, oui, qui ont ici le drapeau ghanéen. Défiance vis-à-vis de l'État et de la nation. De la nation. Il a fallu faire ça avant qu'on ne trouve pas. Ça s'est passé aussi à l'Esmono, non? Le drapeau bénin. Oui. Donc, voilà. Des gens ne se retrouvent pas comme Togolais. Ils ne sont pas cette fierté d'être Togolais. Ils vont jusqu'à hisser le drapeau d'un autre pays.
c'est bien grave. Il faut que nos autorités puissent réfléchir sur le problème. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Non, je voulais dire que lorsque je parlais de construction, que ça doit être construit, c'est des actes que nous devons poser. Je voulais en même temps aller dans ce sens pour dire que, vous savez qu'au Togo, nous avons aussi eu des opportunités au cours desquelles le chef de l'État a eu à se prononcer. Et il y a eu des vidéos qui ont circulé entre-temps lorsqu'il a rencontré les cadres de l'administration qui se trouvent dans les préfectures et tout ça, à qui il disait de tout faire pour qu'il y ait la présence de l'État dans leur milieu. Parce que c'est eux qui travaillent en tant que commis de l'État. Et lorsqu'ils sont dans ces milieux-là, ils doivent travailler pour que l'État puisse être présent dans ces localités. Et cela va se manifester par la célérité dans le travail qui les incombe et de faire en sorte qu'il n'y ait pas aussi des exclusions au niveau de ces milieux. Vous avez vu la dernière fois, il semble qu'il y a un militant de la TMP qui a vu sa voiture brûler lorsqu'ils sont allés faire une manifestation. Pendant ce temps, d'autres peuvent facilement faire leur travail. C'est de ce repli identitaire dont parlait Isidore et dont parlait Olivier. Donc nous devons tout faire pour amener les compatriotes à comprendre que ces réflexes-là ne sont pas de nature à nous amener loin. Ce ne sont pas des réflexes qui vont faire en sorte que le pays-là puisse avancer. Et je reviens encore pour dire que les États sont en compétition. Il faut qu'on intègre cela dans nos mentalités. Si nous voulons que le Togo soit en retard, à l'heure du bilan, le Togo sera en retard. Mais si nous sommes fiers de notre pays, mais c'est nous tous. C'est un mouvement d'ensemble. Le guide est là. Il a donné le cap. Travaillons ensemble pour que nous puissions atteindre ces horizons. Très bien. Je veux qu'on aborde un sujet parce qu'il est 12h09. Là, il faut qu'on avance un peu. Les États sont en compétition. La dernière fois, tout le monde a suivi les vidéos qui ont circulé sur Patrice Talon qui a reçu les Boni Yahi. Oui. Aujourd'hui, l'état civil, ce dont on parlait ici, qu'on ne doit plus rester et faire les recensements tous les ans. Oui. Non, pas tous les ans quand même. Hein. Oui, 5 ans, voilà. 10 ans, oui. Voilà. Mais, non, même électoral, puisque nous sommes dans un cycle électoral infernal. Mais aujourd'hui, le Bénin est en train de rompre avec ça. Mais voilà, les États sont en compétition. On le disait au Togo depuis des années. Mais c'est comme ça, ne meut personne. Et c'est tout ce que je dis. Lorsqu'on ne partage pas les mêmes valeurs, parce que les gens en ont fait du business électoral. Les gens en ont fait des affaires. Chaque séance, ils doivent amasser leurs millions pour construire, et pour eux, mais qui peut-être même ne va pas les servir. Donc, bref, quand on ne partage pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes intérêts en commun, on ne peut pas parler de nation. Il y a un auditeur qui nous dit, je crois que Olivier a raison aussi. Prenez l'exemple du car. Les gens parlent de watilisation. Où est l'idéologie du parti? Ils sont tous pareils. Moi, je suis togolais et fier de l'être. Dit donc, en sorte il y a un autre qui nous dit ceci. Je suis d'accord avec mon concitoyen Olivier. Le Togo est un État et c'est affirmatif avec un territoire, une population et des institutions. La notion de nation repose sur la vision commune, l'histoire commune, l'intérêt commun, le vouloir vivre ensemble. Voyez de vous-même ce que nous partageons. Pour caricaturer un peu l'État est une phrase paléolithique avec tous les replis identitaires évoqués et c'est corrélégionnaire. Et la nation est une phase néolithique avec le polissage de tous. Moi, la notion, c'est le cap de nous tous. Je pense que c'est aussi bien. Oui, et ceux qui utilisent le repli identitaire et qui l'amplifient, ils pensent que ça les arrange. Ce n'est pas évident. Dans ces genres de circonstances, quand même quelque chose arrive, même la justice face à un frère, on ne peut même pas le défendre. Même on peut être le plus gros magistrat du pays, on est obligé de constater et choses. Mais même quand on a des soucis, des problèmes dans leur communauté, d'accord, le journaliste ne peut pas en parler parce qu'il est dans un repli identitaire qui risque. Voilà, donc il faut passer par d'autres. Et puis c'est pas normal, on est en déclin. Et les gens pensent que ça les arrange. De toutes les façons, il n'y a rien qui soit éternel. Les Égyptiens, on a construit ici les pyramides. Oui. Mais
est-ce que l'Égypte en fait n'arrive plus à poser ses actes? C'est parce qu'à un moment donné, les gens avaient fait tellement d'esprit et de repli identitaire où il faut même aller se marier entre eux. Et du coup, on a eu à ce que les royaumes, sinon des tribus, sont totalement décimés. Parce que les transmissions de maladies de germe en germe ont fait qu'à un moment donné, certaines disons, espèces ont disparu. Donc, cette technologie nous a échappé au monde. Donc, que les gens ne pensent pas qu'ils font du bien à la postérité, mais c'est plutôt du mal parce que eux-mêmes, parfois, ils le constatent. Comme je le dis, il y a des choses, vous voyez, c'est inimaginable. Mais personne ne peut bouger le doigt parce que on se dit, bon, on est entre nous, on ne va pas en parler. Oui, bon, on le laisse là-bas, on le punit. Il y a beaucoup de cas. Monsieur, merci beaucoup. On va aborder rapidement notre suivi en donnant la parole aux auditeurs pour le direct. Vous savez que, à partir du 1er janvier 2024, il y a eu à avoir changement quand même. On parle d'assurance maladie universelle. Des réunions, des rencontres ont été multipliées ces temps-ci. Et d'ailleurs, on a un nouveau ministre qui s'occupe uniquement que de ça. Eh bien, le gouvernement togolais a confié le travail aussi bien à ce ministère que à la Caisse nationale de sécurité sociale. Une note a été donc sortie récemment où eh bien, les cotisations salariales, par exemple, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, vont passer de 21,5% à 31,5%, soit 10% supplémentaires pour l'assurance maladie universelle, obligatoire. Ça, c'est la précision qu'il faudra apporter, c'est obligatoire. Hein. L'employé va supporter, c'est ce qu'on nous a dit, à peu près 9%, et l'employeur, 22,5%. Autrement dit, les 10% de l'assurance maladie universelle sont supportés à part égale par l'employé et l'employeur. Il y a un document qui accompagne donc ce test. Alors j'ai eu à discuter hier avec un auditeur qui m'a envoyé un message et il découvre par l'entremise de son comptable que eh bien, cette histoire de révalorisation de la charge salariale va lui bouffer 14% de son salaire. Quand il additionne tout ça, va lui bouffer 14% de son salaire. Mais finalement, est-ce que c'est pas grave cette histoire-là? Enfin, pour celui qui voilà, ne comprend rien, dis donc, quel est votre sentiment? Non, vraiment, c'est... Je ne sais pas comment l'aborder. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de communication assez claire et d'explication sur ce sujet-là quand même. Hein? Est-ce qu'on a besoin même d'une explication? Peut-être il faut de la pédagogie. Oui, donc on explique. Avant même de prendre cette décision, on sait les incidences et tout ça, les implications. On sait les problèmes que la fonction publique a avec INAM. Oui. Certains, on leur connaît, mais ils ne sont jamais allés. Oui, c'est toujours comme ça. Et maintenant, on veut l'élargir à l'ensemble, au secteur privé. Oui. Attendez, c'est pas une mauvaise chose quand même, hein, que l'État prenne ses responsabilités. Oui, mais c'est concitoyen, hein? Oui. Ou c'est citoyen, s'il vous plaît. Sous dossier, c'est pas comme ça se passe. Alors, vous voyez qu'on augmente encore les charges pour les employeurs. Et on ponctionne le salaire des employés pour nourrir une caisse qui peut-être ne va servir à rien. Les galères que les fonctionnaires ont jusqu'aujourd'hui, peut-être maintenant, ça s'allège un peu. Moi, j'ai une soeur qui est fonctionnaire, qui est du corps médical, mais qui cotise, mais n'a jamais utilisé. C'est sa décision. Oui, c'est sa décision parce que il a toute une lourdeur autour de la chose. Donc, il nous arrive quand on va donc en officine, en pharmacie, oui, de voir des gens avec plein de documents, et souvent les vendeurs de médicaments qui sont là-bas, ils disent bon, vous attendez là-bas. On va servir ceux qui sont de l'argent. Voilà la situation. Mais il faut régler d'abord le problème. Et des fois, c'est quand même... ça fait quand même mal. Hein, c'est une bonne chose. Même mal à l'aise. C'est une bonne chose. Mais il faut régler le problème de l'INAM, mettre les gens en confiance avant d'aller à cette étape. J'ai l'impression que
on veut mettre la charrue avant les bœufs et on est dans une logique de marketing politique. Marketing politique? Ah oui. Pourquoi vous dites ça? Mais vous verrez. Bientôt, les messages de campagne, on va tout rapporter à Fond d'Assibé. C'est que bon, vous voyez, il a allergie. Est-ce qu'il faut voir le sous-temps aussi? Je sais de quoi je parle. D'accord, très bien. Il n'y a que vous qui vous 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 souvenez, avant et lors des élections communales, comment on a recensé les secteurs informels, oui. Les coiffeuses, les tailleurs, et avec un dispositif. Après, on a vu les slogans. C'est vrai qu'après, on a vu les slogans. Acha, il va me suivre le sujet là. Non, un État responsable, un État qui voudrait assurer le plein épanouissement de sa population doit agir sur plusieurs volets. Il y a le volet social dont nous parlons et sur le volet social, il y a le côté santé qui préoccupe beaucoup. Vous savez, quand vous allez dans les dispensaires, les gens ont souvent de la peine pour pouvoir se prendre en charge. Les gens sont malades parfois, ils attendent 2-3 jours, bien une semaine avant de trouver le temps de trouver les moyens avant d'aller à l'hôpital. Vous savez, les maladies n'attendent pas. Quand vous êtes malade, vous vous dirigez vers une structure. C'est parce que les gens n'ont pas de moyens qu'ils attendent 1 an, parfois, 2 ans. Après, ils disent, bon, je vais aller pour cette pathologie. Et le temps là, vous voyez ce que ça crée comme dommage sur l'organisme de certains de nos compatriotes. C'est parce qu'il n'y a pas de structure qui puisse leur permettre d'aller se faire soigner dans l'immédiat. Donc maintenant, avec l'assurance maladie universelle, je pense que c'est un dispositif qui va aider les populations, lorsque ces populations-là sont malades, de pouvoir aller à l'hôpital et de pouvoir faire face aux charges en matière de soins et tout ça là. Et c'est une très bonne chose que le gouvernement a initié, et sous d'autres cieux au Ghana, je me rappelle, et nous avons nos tantes et nos nièces qui sont du côté d'Accra, qui n'ont pas ces problèmes en matière de soins. Quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, on leur donne des médicaments, ils reviennent à la maison parce qu'ils ont une carte. Parce que quand vous n'avez pas la carte, on va en charge aussi, il faut le préciser. Tout à fait, il faut avoir la carte. Il y a des gens qui sont vulnérables, l'État a mis en place un mécanisme qui va atténuer beaucoup de choses. Et je pense que ça marche bien. Ici au Togo, même quand nous prenons l'INAM, les fonctionnaires et tout ça, il y a des familles qui ne tombent pas malades, mais cotisent. C'est ça, la solidarité dont on parle. Voilà, donc vous cotisez. Si ça peut aider. Il y en a qui cotisent, c'est vrai qu'ils tombent malades, mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont l'argent, donc ils vont. Oui, c'est ça aussi la solidarité. C'est aussi la solidarité. Il n'y a pas de souci. Il faut cotiser, mais vous avez quand même. Non, le problème, c'est que vous avez quand même cette carte-là. Quand vous avez un souci de santé, vous vous présentez et c'est à charge réduite. Et je pense que c'est déjà très bien. Et quand on opte pour ces mécanismes-là, c'est à saluer. On fera le débat. Et en même temps, je voulais venir sur un point. Je voulais venir sur un point. Je pense que c'est très important. Isidore l'a évoqué. C'est la pédagogie. Parfois, il y a des incompréhensions dans le pays parce qu'on manque de pédagogie. On n'explique pas, on ne prend pas le temps de convoquer les intellectuels ou bien ceux qui sont concernés par le domaine, de donner des explications, d'expliquer les choses. Mais quand on va dans des systèmes d'opacité ou bien des passages en force, forcément ça doit créer des incompréhensions. Et c'est ce qui fait que parfois on ne s'entend pas. Il y a des polémiques qui naissent sur des projets que l'État initie. Et or, ça ne valait même pas la peine qu'il y ait quand même des polémiques autour des projets ou bien des initiatives prises par l'État pour le bien de la population. Merci. Donc la pédagogie, on doit toujours travailler là-dessus. Le gouvernement doit continuer par communiquer davantage. Je pense que il y aura beaucoup de choses là et on doit nous entendre pour aller vers le plein épanouissement. Dans 3 minutes environ, on donnera la parole aux auditeurs pour le direct. Enfin, 1 minute 30, 1 minute 30 pour mes 2 amis sur le sujet. Allez-y, Francisco. Vous savez, je vous ai souvent dit que nous sommes en face d'un gouvernement pickpocket. Donc, il ne prend pas la main droite et il ne prend pas la main gauche. Quand on veut soigner sa population? Je vais vous dire, l'année dernière, le gouvernement ils ont revu la tranche du IRPP. Tampa Express a analysé l'incidence qui était en faveur des salariés. D'accord? Donc, du coup, aujourd'hui, avec ce taux, donc, ce que l'État avait donné en début d'année 2023 vient d'être repris. Il y a quelques années également, le gouvernement
a suspendu la taxe sur salaire qui était de 7%. Donc, aujourd'hui, avec cette augmentation, quand vous prenez donc les 9%, donc c'est réparti, comme vous l'avez dit, entre les deux employeurs et employés. Charge égale. Voilà. Donc, maintenant, le souci, c'est quoi? Les gens avaient déjà un niveau de revenu et c'était projeté. Vous n'augmentez pas le salaire, mais vous augmentez leur charge. Ça veut dire que vous allez réduire encore leur niveau de vie. Donc, disons, nous sommes dans un mandat social et qui devient un mandat antisocial. D'accord? Et puis, quand on pousse l'analyse plus loin, nous sommes en réflexion hein, sur, disons, l'assurance universelle, je crois, c'est à partir de janvier, parce que c'est vraiment, l'INAM, c'est vraiment un panier à câble hein, qu'il faut vraiment, chose, vous allez voir. Et ce n'est pas, tout d'abord, il faut recruter les concours qu'on a annoncés, qui ont été faits, et que les résultats sont caducs. Si on recrute, ça va donner de l'argent à l'INAM, puisque les gens vont cotiser. Ok, c'est des prévisions qui sont là. L'INAM a déjà fait ses prévisions, mais l'argent ne vient pas, puisqu'on n'a pas recruté. Mais quand vous voyez les dépenses de l'INAM en termes de logiciels, en termes de contrôle de logiciels, des logiciels qu'on a amorcés avec des milliards qui n'ont jamais abouti. Là où nous sommes, c'est-à-dire où nous sommes au Togo, où nous avons par exemple un CIC à l'université de Lomé, qui gère des plateformes de milliers, de millions de personnes. On ne peut pas confier un logiciel comme ça, par exemple, à l'université de Lomé, pour écrire, mais on savait chercher des gens en Côte d'Ivoire. Nous, on était en avance sur la Côte d'Ivoire en termes de logiciel informatique. Mais quand vous allez dans le fonctionnement, hein, et puis même le ministre, hein, sans oublier que la directrice est en même temps ministre de fonction, même le ministre actuel, nous, on avait dit dans nos réflexions pour vraiment cadrer la rédaction de nos articles qu'on ne peut pas amener un commerçant pour faire l'assurance universelle. Les profits sont totalement... C'est qui le commerçant? Mais attendez, on a pris quelqu'un de l'assurance GTA, bien je crois. Oui, de l'assurance quand même. Oui, mais là, il était commerçant. Pour venir gérer l'assurance universelle. Écoutez-moi. L'assurance, nous savons que c'est du business. Oui, quand on parle de l'assurance universelle, c'est d'autres dimensions. Soit c'est des gens de santé publique. Non, c'est pas du business. Attendez, c'est pas du business. Non, là, oui, c'est comme ça. Non, c'est comme ça que. 15 secondes. Oui, c'est comme ça que notre assurance INAM fonctionne. Et quand vous visitez les chiffres, vous allez voir leurs réserves et autres. C'est digéré. C'est-à-dire que c'est une société qui est là pour faire du bénéfice et non pour l'assurance universelle. Sinon, on n'allait pas augmenter les taux. Et quand je reviens à la Caisse nationale de sécurité sociale, sa mission. Mais qu'est-ce que les gens ont cotisé pendant des années, ils vont à la retraite. Après, à peine ils ont 30%, 40%. Mais c'est de l'argent. Mais c'est de l'argent que les gens ont, qui ont investi, mais qui investissent même dans les brasseries, qui construisent des immeubles, et qui ont des DAT, c'est-à-dire des dépôts à terme, dans des institutions. Ils ont des actions qui font compte, qui rendent compte, puisque il y a beaucoup de choses, de services, de prestations que la CNSS ne fait pas. Mais s'ils veulent augmenter cette histoire d'assurance, il faut qu'ils pensent à revisiter, comment l'appelle-t-on, la pension de retraite, qui ne doit plus être à ce taux. La pension de retraite. Bon, si vous voulez, on va peut-être convoquer ce débat-là uniquement que sur cette question-là. C'est important. On va le convoquer. Et on va le faire sans passion, pour pouvoir... Et là, on ne sait pas être contre quelqu'un. Le premier numéro d'Amba Express de 2023, nous avons déjà fait cas de tout ça là. D'accord, très bien. On va s'en inspirer pour faire un débat. Allez-y. Non, je prends d'abord l'aspect positif de la chose, c'est que, vous savez, c'est l'assurance maladie universelle. Depuis la nuit des temps, on attendait en Europe, dans des pays, quand vous allez, voilà, vous êtes pris en charge. On a toujours rêvé d'avoir ça, ok? C'est vrai. C'est-à-dire, on a toujours rêvé de l'avoir dans nos pays. Et après, vous avez le Ghana, il l'a cité déjà, où vous avez des parents qui arrivent, ou ceux qui sont installés, voilà, qui n'ont pas trop de tracas lorsqu'ils ont des problèmes, parce que c'est les moyens qui manquent et parfois on meurt de palu. On meurt de palu, on meurt de maladies qui ne tuent plus, ok? Donc, si vous savez que vous allez être pris en charge à l'hôpital lorsque vous arrivez, vous n'avez plus peur d'aller
Ok, donc ça, ce sont des éléments qui plaident en faveur de l'assurance maladie, et le Togo a déjà commencé par expérimenter cela au niveau des agents de la fonction publique il y a quelques années. On espère maintenant pour le public, ça irait mieux, ok? Bon, de l'autre côté, il y a aussi, moi je crois qu'il y a un manque de communication criard, surtout qu'en janvier déjà, on va l'appliquer, on est aujourd'hui et nous ne savons pas vraiment le mécanisme, dans 24 jours, et le fonctionnement, et comment ça va se faire, comment nous allons nous inscrire, où ça va se faire. C'est bizarre, moi ça me paraît toujours bizarre. Il y a l'INAM, il y a la caisse, et je ne sais pas quel plan de communication ils ont, mais la communication, au lieu d'être mise en avant, c'est après on réagit lorsque... C'est ça, il y a le problème toujours. On n'apprend pas toujours de nos erreurs. Et c'est dommage. Il y a un auditeur qui nous dit, bon, la ligne est ouverte, on veut prendre les auditeurs. Moi, un auditeur rapidement, bon, pour ne pas dire qu'on n'a rien pris.